Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. La semaine dernière a eu lieu le 3e atelier de la formation Bien dans ma robe et ce 3e atelier était sur la gestion du stress. C'est Cécile Pétureau, qui est une ancienne avocate devenue naturopathe et aussi mon invitée de l'épisode 15 de Fleurs d'Avocat, ainsi que Amanda Kerdal, qui est yogi, qui ont animé l'atelier. Pour être très honnête, j'en ai profité tout autant que les avocats qui suivent la formation et les feedbacks sont très positifs, donc à ceux qui avaient des doutes sur l'intérêt de l'apport de la naturopathie dans la formation, vous seriez surpris. Je suis également intervenue dans le cadre de la journée du jeune barreau des Hauts-de-Seine et c'était un plaisir de voir la salle comble pour tous les ateliers, que ce soit celui sur la médiation, la prise de parole en public ou encore celui sur la conciliation vie pro, vie perso. Et je constate que les avocats sont avides de formation et ont envie de faire bouger les lignes de leur profession. Et ils arrivent au bon moment car je trouve que plein d'initiatives optimistes se mettent en place, que ce soit via les représentants des jeunes barreaux ou encore des associations comme Young Avotech et sûrement beaucoup d'autres dont je n'ai pas connaissance. Et je trouve ça très chouette, donc je ne peux que vous encourager à y participer pour être le changement que vous voulez voir. Comme toujours, je vous invite à laisser 5 étoiles et votre avis sur iTunes ou votre application préférée. Ça ne prend que quelques minutes et vraiment c'est très utile pour m'aider à faire connaître le podcast. Aujourd'hui, c'est le 35e épisode de Fleurs d'Avocat et le 7e portrait d'une reconversion professionnelle. Et je suis ravie d'accueillir Aurélia Huot qui a fait un pas de côté en quittant la robe mais tout en restant au barreau puisqu'elle est aujourd'hui directrice adjointe du pôle accès au droit et à la justice de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Je remercie Maître Maxime Cléry-Melin, mon invité de l'épisode 22 de Fleurs d'Avocat, et lui-même très engagé à titre associatif en droit des étrangers, de m'avoir recommandé d'interviewer Aurélie. C'est aussi le dernier épisode de la formule classique de Fleurs d'Avocat avant la rentrée de septembre. Fleurs d'Avocat continue en juillet et en août, mais je vous ai préparé une petite série spéciale. Ça commence dès la semaine prochaine et sur les chapeaux de roue, donc restez en ligne. Bonne écoute et pour ceux qui peuvent venir, je vous dis à ce soir pour la petite fête Fleurs d'Avocat qui se tiendra à partir de 20h à l'hôtel Le Pigalle, sachant que je prévois glaçons et brumisateurs en plus du rosé et de la citronnade pour supporter la chaleur, donc vous n'avez aucune excuse. À ce soir. Bonjour Aurélia Huot. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'Avocat. Avec plaisir. Alors Aurélia, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Alors, j'ai voulu être avocate quand j'étais très jeune parce que la petite amie de mon frère de l'époque voulait faire ça, elle était plus âgée que moi. Et j'avais trouvé ça absolument génial de défendre les gens. Elle m'avait expliqué, mais j'avais 10 ans, donc... C'était vraiment une idée assez vague que j'avais de la profession, mais je trouvais ça hyper intéressant et assez engageant. Et donc, je suis restée avec ça pendant longtemps. Et donc, j'ai voulu faire des études de droit. Mais on m'avait dit, les études de droit, c'est très difficile. Il faut faire du latin. Donc, j'ai pris des cours de latin au collège parce que je voulais vraiment être avocate. Et j'avais cette idée d'aller jusqu'au bout. À la fin de mes années de lycée, je suis partie aux États-Unis pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu es allée faire aux États-Unis ? J'étais à la fac. Et en fait, avant de commencer des études spécialisées, on a 2 années de tronc commun. Et en fait, pendant ces 2 années, j'ai fait de l'histoire de l'art, de la photo, de la poterie, de la gravure. J'ai fait plein de matières artistiques. Et donc, quand je suis rentrée au bout de 2 ans en France, parce que c'était très compliqué quand même de continuer à faire des études aux États-Unis, c'est très cher. Donc, j'avais dans l'idée de reprendre des études en France et de repartir. Finalement, je ne suis jamais repartie. Mais donc, quand je suis revenue, j'avais cette idée quand même de devenir avocate, mais j'avais bien envie d'être photographe. Ça m'attirait beaucoup, être photoreporter. Et donc, j'ai rempli 2 dossiers d'inscription. Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans le photoreporter J'adore la photo. Donc déjà, l'art en lui-même, la photo, la recherche du sujet, le traitement de certaines situations, la matière, la photo en elle-même. Et puis j'adore voyager. Donc être photoreporter, j'avais envie de... C'est un métier qui m'attire énormément. Et l'investigation... Mais j'avais quand même aussi très envie de faire du droit, donc ça a été très compliqué pour moi de choisir. T'avais envie de faire du droit ou c'était
C'était ce truc que tu t'étais dit si jeune et du coup tu t'en détaches pas parce exactement. Il y avait un peu de ça aussi et je m'étais dit mais j'ai toujours voulu faire ça et le métier d'avocat était quand même assez ancré chez moi. Le fait de défendre les gens, d'avoir un petit côté j'avais envie de justice, donc la matière du droit m'intéressait aussi. J'étais très curieuse et il y a eu un peu de ça dans mon choix, de me dire j'ai toujours voulu faire ça. Je peux pas au dernier moment changer d'avis et j'avais peur de le regretter. Donc je me suis inscrite à la fac de droit. Et donc tu avais fait 2 dossiers, c'est ça? Oui, j'avais rempli un dossier d'inscription pour la fac de photo. Et ce dossier, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est resté... T'as été prise? Je l'ai pas envoyé. Tu l'as pas envoyé? Non, je l'ai pas envoyé parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un choix avant et ça a été très compliqué pour moi. Ah, t'as voulu faire un choix avant de savoir si... Mais même après, quand j'ai fait mes études, j'ai été assistante de justice au parquet et j'étais assez proche du procureur auprès duquel je travaillais. Bon, on y reviendra peut-être, mais j'étais prise au sein de plein de conflits et je lui ai dit, donc je lui avais raconté cette histoire et je lui ai dit, mais j'aurais dû être photographe, il est peut-être pas trop tard, peut-être que je peux encore changer. Et il m'avait dit, mais non... vous pourrez jamais, vous êtes faite pour faire du droit, pour être avocate, et puis vous pourrez pas vivre de la photo, c'est illusoire. Donc il y a eu 2 temps, j'ai failli y revenir, et puis en fait on m'a découragée, et puis je me suis dit c'est vrai, je veux quand même faire, voilà, c'est quand même une vocation, voilà. C'est dingue. Mais je regrette pas finalement parce que j'ai adoré exercer. Et puis ce que je fais en ce moment, j'ai l'impression d'être utile et de faire plein de choses que j'aime. Mais donc tu commences tes études de droit, comment ça se passe à la fac? À la fac ça se passe bien. Je commence à m'intéresser au pénal. Donc je me suis spécialisée, j'ai fait une maîtrise carrière judiciaire et en parallèle j'ai fait un institut de criminologie de Paris 2. Donc ce sont des certificats et voilà, c'était pour me spécialiser un peu dans Est-ce cette que ça a été matière-là. dur de faire la fac après ces 2 ans aux États-Unis assez pluridisciplinaire et dans un environnement complètement différent? Oui, mais j'aimais bien la fac. J'aimais bien la fac de droit, j'aimais ce que j'étudiais. J'avais un groupe d'amis et au départ, je voulais retourner aux États-Unis. Parce que j'aimais bien la vie que je menais là-bas. Et puis très vite, j'ai préféré rester. J'aimais ce que je faisais, ce que j'étudiais. Donc je n'ai pas du tout regretté. Alors après, je me suis un peu éloignée du métier d'avocat quand j'étais à la fac. Je ne savais plus trop. Est-ce que je voulais être avocat? Est-ce que je voulais être magistrat? J'ai découvert plein de métiers différents du droit. Grâce à ton travail comme assistante de justice? Oui, notamment. J'étais au parquet à l'exécution des peines. Et donc voilà, je me suis vraiment interrogée sur le fait de savoir est-ce que je voulais être avocate ou magistrat. Et qu'est-ce qui a joué? La défense. Je ne me voyais pas être juge et prendre des décisions. Je trouve que le fait de juger des gens, c'est très difficile, c'est très compliqué. Je ne me voyais pas condamner quelqu'un. C'est vraiment pas ma vocation initiale. J'avais vraiment envie de défendre un dossier, en fait. Je me suis un peu orientée vers le droit des victimes à un moment donné. Et puis, en fait, après, quand j'ai fait mon stage en cabinet, donc je suis entrée à l'école. Et quand j'ai fait mon stage en cabinet, j'ai été en cabinet pénaliste. Et j'avais vraiment envie de faire ça, de défendre. J'ai découvert aussi le monde carcéral, toutes les inégalités qu'il y avait, les conditions de détention. Donc voilà, j'ai découvert tout un monde en fait qui m'a un peu fascinée. Voilà. Et alors? Et alors cette fascination, tu as découvert ce monde, tu voulais être avocate depuis longtemps. Bon, tu as vu ces hésitations avec la photo qui ont duré un moment. Mais voilà, là, tu es en stage, tu découvres enfin la réalité du métier. Comment est-ce que tu l'as vécu, finalement, la rencontre plus réelle, quoi, avec la pratique? Alors, j'ai eu une petite désillusion aussi. Parce qu'en fait, quand on veut être avocat et qu'on est à la fac et qu'on étudie le droit, on veut défendre les grands principes, voilà, la défense, les droits. Et puis quand on exerce le métier, c'est un métier qui est difficile. On se rend compte qu'on n'arrive pas forcément à aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. La pratique est très différente de ce à quoi on s'attend quand on est à la fac et qu'on a des grands idéaux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc quand tu parles de complications, tu fais référence vraiment plus au rapport au dossier et aux résultats que tu obtiens dans les dossiers? Oui, et puis aussi les rapports entre les confrères, les rapports avec les magistrats, les rapports avec son client aussi.
Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai commencé après mon stage en cabinet. Je devais rester, j'étais prise comme collaboratrice. Et puis, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de partir en voyage. Donc, finalement, j'ai dit non. Je suis partie 6 mois. T'es partie où? Je suis partie en Amérique du Sud, à sac à dos. Et en revenant, il fallait que je... Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pendant ces 6 mois en Amérique du Sud? En fait, quand on voyage, on est complètement libre, on n'a aucune contrainte. Donc j'ai mis ça de côté. Je suis partie et j'ai embrassé le voyage, la liberté de pouvoir découvrir des cultures, des gens, des pays. Et tu n'y pensais plus du tout, quoi? C'était dans un coin de ma tête. Je me suis dit, je vais revenir et j'exercerai. Après, c'était quand même là, puisque dans différents pays, je suis allée dans des tribunaux. J'étais avec une copine qui était aussi... qui sortait d'école d'avocat et on est allé rencontrer notamment en Colombie les avocats qui sont commis d'office, mais c'est un système différent du nôtre. Donc on est allé assister à des audiences, donc c'était pas complètement... Il y avait quand même cet intérêt. Oui, bien sûr. Et à l'idée que ces 6 mois allaient se terminer et que tu allais rechercher une collaboration, etc., c'était plutôt de l'enthousiasme, c'était... J'avais un peu peur. Parce que je me disais, voilà, je me lance. Moi, j'avais peur de ne pas trouver, j'avais peur d'exercer, de plaider. Ça a toujours été là quand même quand j'étais en stage, le fait de prendre la parole, de plaider, d'avoir la responsabilité d'un dossier, ça a toujours été un peu stressant pour moi. Ok. Moi, j'adorais décortiquer, préparer les dossiers. Quand j'étais en stage, je préparais les dossiers d'assises, j'assistais à toutes les audiences, je préparais tout. Ça, j'adorais faire ça, mais j'avais peur de prendre la parole. Et tu t'as fait le lien entre cette peur de prendre la parole et peut-être un obstacle dans la manière d'exercer. Enfin, tu vois, tu t'es dit, est-ce que ça, sachant que je fais du droit pénal, c'est pas quelque chose d'handicapant finalement? Ah ben si, complètement. Ouais. Mais après, quand on en parle à des confrères, ils sont plutôt rassurants en disant, mais moi c'était pareil au début, tu vas voir, ça va passer. Si tu connais ton dossier, t'auras pas de problème. Même Dupond-Moretti, avant les assises, était stressé, allait vomir aux toilettes. En fait, c'est des éléments qui sont rassurants, je trouve, quand on est jeune avocat, d'avoir l'expérience des autres qui vous expliquent que pour eux aussi, ça a été difficile et que ça passe. Ouais. Que c'est pas anormal, que tous les avocats passent par là et que finalement, après, c'est beaucoup plus facile. Et que quand on maîtrise son dossier, je trouve que ça, pour l'avocat, c'est un socle. Oui, exactement. On peut s'accrocher à son dossier au fait que si on connaît bien son dossier, on n'aura pas de problème pour plaider. Et ça, c'est vrai. Parce que je l'ai vécu après, quand j'ai commencé à exercer. Donc, tu voyages pendant 6 mois. Donc, je voyage pendant 6 mois, je reviens. En fait, j'avais pris un billet aller. Et mes amis, comme cadeau de départ, m'avaient dit, pour être sûr que tu reviennes, on te paye ton billet retour. Donc, pour être sûr que tu reviennes. Ah, parce que c'était pas sûr quand même. J'avais pris un billet aller, en fait. Et puis, je m'étais dit, je reviendrai quand j'aurai plus d'argent. Et puis, donc, je suis revenue au bout de 6 mois. Et donc, ils m'ont payé mon billet retour. Je suis revenue, mais j'avais plus d'argent. Ils sont géniaux, tes amis. Ouais, c'était sympa. Et ta famille a participé ou ça leur allait très bien que tu restes? Non, mais... je rigole. Ils étaient sûrs que j'allais revenir. Enfin, j'ai pas hésité, mais en fait, quand on voyage, on rencontre aussi des ONG, des gens de terrain qui font des choses géniales. Donc bon, ça m'a quand même traversé l'esprit, mais je suis revenue. Tout le monde le fait pas, mais en tout cas, toi, ça a été dans ton optique. Oui, mais je suis repartie, je suis revenue plusieurs fois. Ça, je l'ai fait plusieurs fois, et donc ça m'a à chaque fois traversé l'esprit. Mais je suis quand même revenue à chaque fois. Donc je reviens, et il fallait que je trouve du travail rapidement. J'avais pas le temps d'attendre d'avoir une collaboration, parce qu'il fallait que je gagne des sous. Et donc, en revenant, j'ai une copine qui partait. Elle était collaboratrice de l'ordre au service de la déonto. Et donc, elle m'a dit, je pars, passe les entretiens, il cherche quelqu'un. Et ce que j'ai fait, et donc j'ai été prise. Et j'ai été prise en tant que collaboratrice libérale, ce qui me permettait, moi, d'avoir des dossiers perso. Je ne savais pas que l'ordre avait des collaborateurs. Alors, moins aujourd'hui. Maintenant, c'est un système un peu différent. Mais oui, à l'époque, en fait, au service de la déontologie, il y avait des assistantes de déontologie qui sont un peu comme des assistantes parlementaires, c'est-à-dire qu'on est affecté à une commission. Moi, j'étais à la commission du contradictoire, et en fait, on instruit les dossiers, on les prépare, on est en lien avec un membre du conseil, et voilà, on tient des commissions. Ouais, ça a été hyper formateur pour moi, j'ai beaucoup aimé, et puis on est en lien avec l'ordre, et c'est vrai, quand on exerce, on a une fausse idée de ce qu'est l'ordre,
Donc moi, ça m'a permis déjà de découvrir toute la déontologie, qui est quand même un peu aussi notre protection à nous, avocats, et un peu le socle de la profession. Et ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Et puis, j'avais quand même envie de commencer à exercer. Donc, j'ai eu un dossier en pénal et puis j'en ai eu un autre. Donc, j'ai eu quelques dossiers, notamment de clients que j'avais rencontrés quand j'étais en stage en cabinet d'avocat, qui quittaient enfin, voilà, par le biais de connaissances, etc. Donc, j'ai commencé à exercer. Et moi, ce que j'aimais beaucoup faire, c'est l'aménagement de peine. J'aimais bien aller en détention, construire des projets avec les détenus pour les aider à construire des projets de sortie. C'est une matière qui m'a vraiment intéressée. L'aménagement de peine, l'exécution des peines, ce que j'avais fait déjà aussi quand j'étais au parquet, donc je connaissais un petit peu, donc c'était plus facile pour moi. Et c'est vraiment un domaine qui est laissé par les avocats. La plupart des avocats pénalistes, ça ne les intéresse pas. Une fois qu'ils ont plaidé un dossier, ils ne passent pas leur temps en détention à aller voir leurs clients pour aménager leur peine. Et moi, j'aimais bien ça. Et donc, en fait, j'ai eu quelques clients comme ça, puisque finalement... C'est comme un second service d'avocat. Exactement, ouais. Mais qui est passionnant et qui est complexe, hein. Le calcul des réductions de peine. J'en ai aucun doute. Donc, finalement, c'est quand même intéressant intellectuellement. C'est intéressant. Donc, tu exerces comme collaboratrice pour l'ordre. En parallèle, tu as ces dossiers, tu fais pas mal d'aménagement de peine pour des clients. Ouais. Un peu de correctionnel aussi. Ouais. Et là, comment tu vis ta vie d'avocate ? C'est compliqué parce que je suis quand même à 3/4 temps à l'ordre, donc j'ai du travail, je travaille mes dossiers. Attends, on laisse passer le chariot, ou je sais pas ce que c'est. Donc tu travailles aux 3/4 temps à l'ordre. Ouais. Donc je bosse mes dossiers le soir, je commence à avoir des dossiers en droit des étrangers aussi, donc je me forme. Et en parallèle, je suis investie auprès de la Ligue des droits de l'homme et de Réseau d'éducation sans frontières, donc je tiens des permanences pour aider les personnes à faire des dossiers administratifs ou monter des dossiers de régularisation. Donc je fais ça à côté, j'ai ma première plaidoirie. Alors donc j'étais extrêmement stressée, j'ai trouvé ça très compliqué d'avoir l'air très assuré devant son client qui est paniqué en fait parce qu'il passe devant le tribunal correctionnel et de lui dire mais non vous inquiétez pas je suis là alors que j'étais terrorisée. Donc voilà, et puis en fait ça s'est bien passé et effectivement je connaissais très bien mon dossier parce que évidemment quand on commence à plaider on connaît chaque détail de chaque PV. Et ça t'a donné confiance en toi ? Ça m'a donné confiance en moi, notamment. En fait, j'avais peur de ne pas savoir répondre au procureur après les réquisitions, j'avais peur de ne pas savoir rebondir comme le font les avocats, j'avais peur de ne pas être à l'aise avec cet exercice. Et puis finalement, ça a été, puisque je connaissais bien mon dossier, donc quand lui a pris la parole et a argumenté son point de vue, je lui ai dit, mais non, je ne suis pas d'accord sur cette pièce. Et donc voilà, ça a été. Donc j'ai répété l'exercice quelques fois. En fait, je me suis un peu installée dans ce mode de fonctionnement et j'ai pas cherché de collab. Et en fait, j'étais très stressée parce que je portais les dossiers toute seule, j'avais personne à qui en parler. Alors on en parle à des confrères, mais c'est pas leur dossier, donc on peut pas avoir l'avis d'un associé ou d'un collaborateur. Et du coup, j'étais hyper stressée parce que je portais tout toute seule. Je commençais à avoir des dossiers à l'instruction, donc il fallait faire l'instruction toute seule. J'avais peur de faire une bêtise, en fait, et de planter mon dossier. Et donc, ça a généré beaucoup de stress chez moi. T'avais des difficultés à trouver des clients ou... En fait, j'en cherchais pas tellement, puisque j'avais quand même mon travail à l'ordre. Donc, j'avais un salaire... Enfin, c'était des honoraires qui tombaient parce que je facturais l'ordre. Donc, j'en cherchais pas, mais en fait, c'était vraiment du bouche à oreille, le copain d'un tel. Ça marchait, quoi. Ça a commencé à marcher parce qu'en fait, j'étais hyper investie dans mes dossiers. J'appelais les SPIP sans arrêt, je montais des dossiers avec eux. Donc oui, en fait, en prison, ça va vite. Hein. Le bouche à oreille, si on fait bien son travail pour un dossier, on en a un autre, on en a un autre. Et donc là, tu dis, t'as pas cherché de collab, tu te sentais... c'était une lourde responsabilité quand même. Ouais. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment peut-être qu'il faut que je change de manière d'exercer ou... En fait, je me suis dit, il faut que je commençais à me poser des questions et je me demandais s'il fallait pas que je change de métier parce que je faisais plus un métier d'assistante sociale, plus ou moins, mais moi, ce que j'aimais, c'était ce rapport-là, de monter des projets pour aider des personnes à se réinsérer. Et le métier d'avocat, alors il y a une petite partie, hein, mais c'est pas que ça. Alors j'aimais bien quand même la réflexion, le dossier d'instruction, la stratégie juridique à trouver, ça me plaisait beaucoup.
Mais j'aimais bien quand même le rapport humain et je trouvais que c'était très violent pour moi, le rapport avec les autres confrères. Le monde du pénal, c'est un peu dur. Et en fait, j'avais pas envie d'être stressée toute ma vie. Donc je me suis dit, il vaut mieux peut-être que je trouve un boulot dans une ONG, en fait, pour faire vraiment ce côté humain et social, sans tout le stress du métier d'avocat. Et puis la prise de parole, j'ai jamais été non plus très très à l'aise avec les plaidoiries. C'était mieux, mais c'était pas non plus un exercice avec lequel j'étais très à l'aise. Et comment est-ce que tu vivais ce questionnement, ce début de questionnement sur l'éventualité de changer de métier? Ben, j'en ai beaucoup parlé et j'avais pas non plus envie de raccrocher la robe parce que j'étais quand même vachement attachée à mon métier et je trouve que le métier d'avocat est un métier superbe et on est quand même un rempart, on protège les principes fondamentaux, les droits de chacun. C'est quand même un métier qui garantit notre démocratie. Donc j'ai été vraiment attachée à ça. Donc j'ai eu du mal à laisser tomber, puis je me suis dit peut-être que ça va passer. C'était très compliqué pour moi. Moi, j'étais vraiment en conflit interne avec le fait de changer. Et puis, je suis repartie en voyage. Où cette fois? En Inde et au Népal pendant 3 mois. Donc, j'ai démissionné, rendu l'appartement, comme j'avais fait la première fois. T'as pris qu'un billet aller aussi? Non, j'avais pris... je crois que j'avais pris un billet modifiable pour venir. Donc, au bout de 3 mois, je suis revenue. Et là, pendant ce voyage? Ben, pendant ce voyage, je me souviens pas d'avoir pris de décision, mais quand je suis partie, j'étais déjà un peu en train de me dire qu'il fallait que je réfléchisse à changer de voie. Et en fait, quand je suis revenue à l'ordre. Ils ont accepté de me reprendre. Comme collaboratrice? Collaboratrice. Et en fait, très vite, Après, je suis une passionnée de voyage. Donc je me suis dit, bon écoute, de toute façon, tu chercheras pas de collaboration parce que le conflit était trop grand. Donc je me suis dit qu'il fallait que je pense à me réorienter. Donc je me suis inscrite pour faire un DU, un diplôme universitaire en droit et stratégie de l'action humanitaire, pour essayer d'entamer une réorientation. Et je suis devenue salariée de l'ordre. Parce que je me suis dit, en devenant... Alors ça a été très dur. Avocat salarié? Non, salariée, tout court. ouais. Donc quand j'ai pleuré, quand j'ai signé mon CDI, ça a été vachement difficile pour moi parce que j'avais l'impression d'être enfermée. Je passais de libérale à salariée. Et en CDI, plus, t'avais pris la robe. Donc là, ça y est, c'était acté, tu arrêtais. Ouais, je me suis dit, je vais me réorienter et je vais essayer de chercher plutôt dans l'humanitaire. Il y a eu un élément vraiment décisif dans ta prise de décision? Un moment, tu te souviens d'un moment? Non, oui, parce qu'en fait, j'ai pris cette décision parce que l'ordre me l'a proposé. Ils m'ont dit, on commence à réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement pour les assistants de déonto. Est-ce que vous voulez être salarié? Et puis, du coup, il fallait que je prenne une décision. C'est ça, en fait, qui m'a poussée à prendre une décision. Donc, j'ai dit oui. Et puis, je me suis dit, comme ça me fait faire un choix. Ça a été vachement compliqué pour moi. Je ne l'ai pas très bien vécu. Et en même temps, après, je me suis dit, oui, mais si je suis salariée, je vais peut-être pouvoir poser un congé sabbatique, repartir en voyage. Qu'est-ce que t'as mal vécu, le fait de devoir prendre une décision de manière un peu brusque? Ou la décision d'elle-même? Ouais, la décision de quitter la profession. Ouais. Autour de toi? Je suis encore émue de ce moment-là, de me le remémorer. Oui, parce que ça voulait dire j'arrête d'exercer. Donc, et puis, c'était faire un choix. Et quand on fait un choix, ça veut dire qu'on décide de laisser... Décide de préférer une chose à une autre. Ouais. Ça, c'est la vision plus positive. C'est vrai. Plutôt que de le voir comme un renoncement. Ouais. De le voir quand même. Ça l'a été quand même. Et puis après, je me suis dit que je pouvais toujours me réinscrire si je le voulais. On ne quitte jamais vraiment la profession d'avocat. Et autour de toi, qu'est-ce que les gens disaient? Tes amis, ta famille? Les gens m'ont soutenue. Enfin, c'était compliqué. Je cherchais pas de collaboration. J'étais toujours hyper stressée dans la gestion de mes dossiers. Et puis, ils trouvaient pas ça incohérent que je cherche plus dans l'humanitaire, que je fasse un métier plus dans le lien social, avec plus proche des gens, dans le montage de projets. Et puis j'étais passionnée de voyage, donc ça me permettait aussi de repartir en voyage. Donc c'est pas du tout incohérent avec qui j'étais et ce que je voulais dans la vie. Et puis donc tu t'es sentie soutenue, quoi? Oui, je me suis sentie soutenue. Et puis on m'a toujours dit que je pouvais revenir je peux reprendre la robe si j'en ai envie. Il suffit de me mettre à jour et
de me réinscrire, tout simplement. Et tes débuts comme salarié, cette fameuse signature du CDI? Ça a été j'étais... En fait, je me sens... Et puis, je trouvais que c'était très engageant de signer un CDI. Et alors? Donc, ça m'a beaucoup stressée. Est-ce que c'est vraiment si engageant que ça? Non, pas du tout. Et puis, ça m'a permis de poser un congé sabbatique 1 an après, parce qu'ils ont repris mon ancienneté. Et donc, ça m'a permis de repartir en voyage. Alors, j'étais à la déontologie et je m'étais dit, par contre, ça suffit, j'ai fait mon DU. Je vais vraiment chercher un métier qui me correspond, puisque maintenant que je suis salariée et que j'ai plus ces dossiers d'avocat, j'ai plus envie de rester à la déonto parce que ça me correspond plus. J'en ai fait le tour. Et donc je m'étais dit, je repars en voyage et en revenant, je démissionnerai et je chercherai autre chose. Tu es en CDI, tu fais 1 an en CDI à la déonto. Oui, 1 ou 2 ans. Et au moment de partir en congé sabbatique, tu dis, bon, de toute façon, après, je changerai de... Je changerai de métier, je chercherai ailleurs dans une ONG. Donc je repars 6 mois. Et en fait, juste avant de repartir, la personne... Alors j'avais fait quand même des démarches au sein de l'ordre et je leur avais dit, écoutez, moi il y a 2 postes qui m'intéressent à l'ordre, c'est Barreau Paris Solidarité et le poste de responsable droits de l'homme. Les 2 postes étaient pourvus et donc moi je leur avais dit, mais si vous embauchez pour venir en soutien à ces postes-là, moi ça m'intéresse au vu de mon parcours, etc. Donc j'avais fait cette démarche avant de... Ouais, je m'étais positionnée déjà, quand je me suis salariée, c'est ce que j'avais exprimé. Et juste avant de partir en voyage, la responsable de Barreau Paris Solidarité me dit, je vais devenir conseillère de la vice-bâtonnière. Donc, si tu veux, tu peux te positionner sur mon poste. Et en fait, je lui avais dit, mais moi j'étais déjà partie, mon voyage, il était prévu, il était hors de question que je parte pas. Donc, je lui avais dit, écoute, si le poste est toujours là quand je reviens, ça m'intéresse. Et donc, je suis partie 6 mois. J'ai fait mon voyage. Ah ouais, mais moi, le voyage, c'est viscéral. C'est quelque chose que je peux pas réfréner. Donc, je me suis dit, on verra. Je retrouverai... En fait, le voyage, ça n'a jamais été un obstacle pour rien. En fait, tu avais confiance dans le fait que tu trouverais une collaboration, que tu trouverais un poste qui corresponde à ce que tu avais envie de faire. En fait, le voyage, ça n'a jamais été un frein pour moi, pour rien. La première fois que je suis partie, par contre, j'ai pas du tout été soutenue. On m'a dit, t'es complètement dingue, t'as une collab dans un super cabinet... parce que c'était une avocate pénaliste réputée et ils m'ont dit tu tires une balle dans le pied, tu flingues ta carrière, c'est complètement inconscient. Alors là, pas tout le monde me l'a dit. En plus, je partais en Colombie, donc on m'avait dit puis tu vas crever la bouche ouverte devant l'ambassade, t'es complètement folle. Et puis, moi, je m'étais dit moi j'ai confiance, en fait, on verra. Et en fait, je suis revenue, j'ai trouvé des appartements. J'ai été hébergée par des amis quelques mois, puis après j'ai trouvé... En fait, les choses, et je trouve que quand on prend la décision de faire confiance et de partir, les choses, en fait, elles se mettent en place toutes seules. Et je l'ai fait 3 fois, et ça m'a jamais freinée dans ma carrière. Au contraire, je suis revenue, elle m'avait attendue. Donc elle avait pris un stagiaire et elle a fait les 2 postes pendant 6 mois pour que je puisse prendre en venant. Elle t'a attendue. Ouais. Ça, c'est la magie de montrer vraiment son intérêt et de... Exactement. Et en fait, on avait beaucoup parlé et on avait eu un parcours similaire, c'est-à-dire qu'elle avait été avocate, elle avait arrêté pour un peu les mêmes raisons que moi. Et donc, on s'était beaucoup... Et puis, on avait travaillé, on travaillait dans la même institution, donc on se connaissait. Et donc, quand je suis revenue, ils m'ont proposé ce poste. Et la responsable des droits de l'homme partait en congé maternité. Donc, en fait, quand je suis revenue du voyage, on m'a proposé les 2 postes. En plus, t'as eu le choix. Et j'ai fait les 2. Absolu. T'as fait les 2. Ouais, j'ai fait les 2 pendant 8 mois. Alors ça a été... J'étais ravie parce que je me suis dit, en fait, j'ai même pas besoin de chercher. J'ai les 2 postes que je veux à l'ordre, même s'il y en a un qui est temporaire. Et c'était génial parce que... encore une fois, le voyage n'a pas du tout fait obstacle à ce que je voulais faire dans la vie. Ça a été plus un enrichissement qu'autre chose. J'ai eu un voyage absolument génial, magnifique. Je reviens. Ce qui a été un peu dur, c'est j'ai pris la prise de poste 15 jours plus après mon retour. C'était un peu violent quand même de se retrouver dans un bureau, de travailler 12 heures par jour, alors qu'on a voyagé pendant 6 mois et qu'on n'avait aucune contrainte de temps. Ça, c'était un peu... Voilà, donc j'ai passé 6 mois où j'ai beaucoup travaillé, mais ça m'a beaucoup appris, j'étais ravie. Et puis la responsable droits de l'homme est revenue, elle a repris son poste. Moi, j'ai quand même continué à travailler en lien avec elle. Et plutôt sur les droits de l'homme en France aussi, les questions des prisons, les droits des étrangers, les droits d'asile, en plus de mon poste de responsable Barreau Paris Solidarité. Et comment est-ce que là, dans ces postes, tu t'es sentie à ta place ? Oui.
J'adore j'adore ce que je fais parce que j'ai pas vraiment quitté la profession parce que je travaille avec des avocats et j'organise des permanences gratuites assurées bénévolement par des avocats. Donc je réponds à un besoin d'un public en situation de grande exclusion, de précarité. Et en même temps, je ne quitte pas complètement la profession. Je fais quand même du droit. Et aujourd'hui, je suis directrice adjointe du service de l'accès au droit et je suis en charge de l'accès au droit. Donc en fait, j'ai l'impression d'allier vraiment tout ce que je voulais faire, le droit, la profession d'avocat, mettre l'avocat au service de la cité et du citoyen et aider les personnes en situation d'exclusion, les sans-abri, les femmes victimes de violences, les personnes transgenres, voilà, toutes ces personnes que j'avais envie d'aider. Et je fais plus de la coordination de projet maintenant. Mais on met en place plein de programmes, donc je me sens à ma place. Tu te sens à ta place. Et ça a été le cas dès le début, en fait, dès ta prise de ces postes à ton retour de voyage. Ouais. Et puis de faire en plus des droits de l'homme à l'international, j'ai beaucoup appris. Donc ça a été formateur pour moi. Et ça m'a permis de faire cette transition-là entre le métier d'avocat et le métier un peu plus de l'humanitaire et des droits de l'homme. Est-ce que tu dirais que des métiers comme le tien, finalement, sont trop peu connus des étudiants en droit, des avocats, enfin... De ce que je fais aujourd'hui? Ouais. Peut-être des postes qui peuvent graviter autour de la profession d'avocat, qui ne sont pas avocats, mais qui sont très liés. Oui, oui, complètement, ouais. Après, c'est à nous aussi d'aller vers et de faire connaître bien sûr, ce qu'on fait. Ce que j'essaye de faire, alors je l'ai fait que quelques fois, mais j'ai pas trop le temps, mais maintenant qu'on est deux, à Paris Solidarité, on va peut-être pouvoir le faire. Aller aux prestations de serment pour expliquer ce qu'on fait. Et puis, en fait, ce qui est aussi peu connu, c'est tous les offres de bénévolat qu'on propose et qui ne sont pas connues des avocats. Et parfois, moi, je rencontre plein d'avocats qui ont envie de donner de leur temps, mais ils ne savent pas vers quelle association se tourner, ils ne savent pas tellement comment faire. Et nous, en fait, on propose une offre hyper large de possibilités de faire du bénévolat, des maraudes ou des permanences, mais pas que, des sensibilisations auprès des travailleurs sociaux. En fait, on a plein d'actions différentes. Mm-hmm. Et donc, je trouve que c'est bien d'offrir ça aux avocats et de leur permettre de donner du temps quand ils en ont. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de quota d'heures à remplir. Donc, c'est quand ils veulent, nous, on leur permet d'aller là où ils veulent pour donner un peu de temps. Et en plus, vous faites de la coordination, donc ça simplifie l'aspect... Exactement. Nous, en fait, on leur vend des projets clés en main. C'est génial, ça, pour les auditeurs. je dis juste comme ça. Donc voilà, j'encourage tous ceux qui veulent venir donner un peu de temps. Des compétences juridiques, mais pas que. Quand on fait des maraudes auprès des sans-abri, c'est pour créer du lien, pour amener du droit vers des personnes qui sont pas visibles. Donc c'est leur donner un peu de visibilité, de leur donner de la dignité, parce qu'eux n'ont même pas conscience qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent les faire valoir. Ils pensent qu'ils n'ont pas le droit à ça, alors que nous, on a notre mot d'ordre, c'est un peu on a tous droit au droit. Et en fait, c'est aussi créer du lien et c'est leur dire regardez, nous on est avocats, mais on vient vous voir. Vous pouvez nous parler, on peut échanger. Et donc quand eux, ça leur permet aussi de se dire si un jour j'ai un problème, je peux aller voir un avocat, même dans un point d'accès au droit, en fait, pas forcément pousser la porte d'un cabinet. Mais c'est recréer du lien avec le droit et je trouve ça fondamental parce que le droit, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu dirais que le fait d'avoir exercé comme avocate t'a apporté ? Je comprends les besoins des avocats et les enjeux, mais c'est toutes les connaissances juridiques que ça m'a apporté. J'ai fait du droit des étrangers, donc on fait aussi du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, quand il y a des projets de loi, toutes les connaissances techniques, les enjeux de la profession, les risques aussi des violations de nos droits, de nos libertés. Voilà. Donc la matière dure, quoi, plus. Et quel est ton rapport avec ta robe maintenant ? Qu'est-ce que tu en as fait de ta robe ? Elle est dans mon bureau. En fait, j'ai récupéré un mannequin au service de la communication. Du coup, j'ai mis ma robe dessus et donc elle est dans mon bureau. Donc elle est pas du tout au fond d'un placard. elle est pas très loin. Quelle est ta dernière joie ? Ma dernière joie, je crois que c'est mon dernier voyage. C'était où ? C'était en Norvège.
Qu'est-ce que tu as fait en Norvège? J'ai adoré. Bon, je passais 5 jours et c'était très chouette de découvrir un autre pays, une autre culture, voir la nature, découvrir les pays scandinaves. C'était très chouette. Est-ce que tu as une source d'inspiration? Je dirais le voyage parce que pour moi, c'est une source d'apaisement pour moi et de liberté. Donc je me sens plus ressourcée plutôt qu'inspirée. Merci beaucoup Aurélia Merci. pour cet entretien.